Hélène Buzzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Alors, on s'est réveillé ce matin avec cette nouvelle. 2 écoles de Côte-des-Neiges à Montréal qui ont été la cible d'armes à feu, des vitres cette nuit. La police qui en a profité, puis je vous montrerai plus tard le nombre de crimes haineux qui est en nette augmentation. Ça, c'est pas qu'un phénomène montréalais. Je vous fais entendre tout de suite. À peu près toute la classe politique aujourd'hui a tenu, tous les membres de la classe politique ont tenu à sortir et à s'exprimer. On écoute, on revient. C'est inacceptable. Mais c'est aussi pas qui nous sommes. Puis la haine, puis la violence contre des innocents parce qu'on est en désaccord avec eux, quel que soit le désaccord légitime, ça n'a pas sa place au Canada, nulle part. C'est pas le Québec que j'aime, c'est pas le Québec qu'on souhaite. Les Québécois, on n'aime pas la chicane. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord sur tout. On a la liberté de parole, on peut exprimer des opinions qui sont différentes, mais sans haine, sans violence. Ça presse de dire calme, on se calme. C'est une forme de terrorisme, ça, là, quand tu commences à tirer sur des écoles. Là. Alors, on ne veut pas céder à ça. Mais en même temps, il faut s'assurer que nos écoles soient sécuritaires. La montée de l'antisémitisme actuellement, la montée des gestes et des paroles et des actes haineux envers la communauté juive, c'est quelque chose de très inquiétant et ça doit cesser. Je demande à tout le monde de reprendre son calme. On demande, ma collègue et moi aussi, au recteur de s'assurer de sécuriser les établissements universitaires. C'est un endroit pour s'épanouir, c'est un endroit pour étudier. Ce n'est pas un endroit pour la violence. J'en appelle à la responsabilité collective. Parce que face à notre sentiment d'impuissance et de peur, il ne faut pas céder à la violence. C'est ça mon message aujourd'hui. Je veux aussi en appeler à la modération et au respect. Alors, juste un dernier tableau, et je vous donne la parole sur le nombre. Regardez la deuxième ligne. Là. Depuis le 7 octobre 2023, donc depuis un mois, il y en a eu 73 contre la communauté juive. Toute l'année dernière, il y en avait eu, en 22, il y en avait eu 49. Donc, en un mois, il y en a eu plus que... Alors, vous voyez le portrait. Hélène, je le disais, appel au calme. Ça a comme, ce matin, à faire des balles. Les gens ont dit, bon, mais là, on vient de monter d'un niveau, d'un cran, là. Ou de plusieurs crans même. Hein. Évidemment, les cocktails Molotov, les croix gammées aussi, c'est complètement inacceptable. Je pense ici que tout le monde ce soir va dire la même chose. Alors, évidemment que nos politiciens n'avaient pas le choix de faire cette sortie. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher d'exprimer mon malaise envers la sortie de M. Trudeau, en fait, qui a commencé hier, où il s'est présenté devant les médias. Il n'a même pas attendu de questions et il nous a livré, comme pendant 10 minutes, ce que moi j'appelle sa pièce de théâtre préférée, hein, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres au-delà de la différence. Et je trouve qu'il a sombré dans la facilité parce que ça, c'est son dada, parler de ça. Mais ce qui est plus difficile, c'est de dire quelque chose de pertinent par rapport à ce conflit-là. Et donc, cette sortie passionnée, avec des trémolos dans la voix, m'est apparue comme un paravent de la part de M. Trudeau pour cacher le fait que depuis un mois, le Canada, M. Trudeau, Mme Joly, sa ministre des Affaires étrangères, ne disent absolument rien et n'osent pas aborder la véritable chose difficile dans ce conflit, c'est-à-dire de dire à un allié qu'il va trop loin et qu'il faudrait mettre les freins. Michel. Oui, bien, l'indignation, c'est justifié. Tout le monde est indigné, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais un coup qu'on a dit ça, c'est avec le degré d'émotivité qui règne en ce moment, c'est pas des appels au calme là, comme ça qui vont arrêter le mouvement. Il faudrait qu'il y ait des gestes significatifs qui soient posés de temps en temps. Je comprends, c'est terrible de tirer sur une école, mais pendant ce temps-là, il y a un dénommé Charkaoui qui encourage pratiquement ce genre de violence-là dans son discours et il est absolument impuni. Tant qu'il n'y aura pas une réaction concrète, les cris d'indignation vont tourner à vide.
Et ce qu'Hélène dit, c'est tout à fait juste. Moi, je pense que chez les musulmans, il y a une espèce de... Et je ne parle pas des terroristes, là, les gens qui manifestent dans la rue, ce n'est pas tous des membres du Hamas, là, ont le sentiment que l'élite politique, et dans une certaine mesure médiatique aussi, sont partiales dans leur traitement de ce conflit-là. Qu'ils ont l'impression que, d'une manière ou d'une autre, on essaie toujours de protéger Israël, le droit de se défendre. Et il est clair qu'on est face à un déséquilibre des forces là, qui saute aux yeux de tout le monde. Et on dirait que la classe politique ne veut pas le voir. Alors, face à ça, la réaction, je la comprends. Je ne l'excuse pas, mais je la comprends. Oui. Chantal? Je pense qu'il n'y a pas un média depuis le 7 octobre qui n'a pas été accusé d'être à la fois pro-Israël et pro-Hamas. La présidente de la CBC s'est fait servir ce genre de rhétorique-là quand elle a comparu devant une commission parlementaire. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ça aide beaucoup le débat sur la place publique quand les politiciens se font du capital politique sur ce genre de choses-là pour compter des points au Canada. La date de M. Poilievre, la CBC, la présidente de la CBC, qui est accusée de favoriser le Hamas pendant que la CBC reçoit. Et c'est toujours, d'ailleurs, même dans une période moins chargée, j'ai des anciens collègues qui ont été ombudswoman pour différents médias, c'est le sujet sur lequel il arrive le plus de plaintes quand ça va bien. Et là, ça va mal. Mais Hélène a raison, des déclarations solennelles ou dramatiques de Justin Trudeau vont pas faire beaucoup avancer le débat. La position du Canada est pas mal calquée dans sa rhétorique sur la position des Américains. Ça pourrait donc changer parce que la France a commencé à nuancer son discours et à parler davantage d'un cessez-le-feu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas un élu au Canada, parce que c'est pas seulement au Québec que tout ça se passe, là. Ce soir, la gare Union à Toronto, les gens qui arrivent par les trains de banlieue ou qui veulent rentrer chez eux, il y a un sit-in. Il y a des milliers de personnes qui sont à l'intérieur de la gare pour parler de la défense de la Palestine. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes dans tous les milieux politiques parce qu'on craint de plus en plus des débordements. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. Oui, vas-y, Hélène. Et si je peux... Oui, Michel a dit quelque chose d'important tout à l'heure quand il a parlé de le sentiment de partialité. Et j'ajouterais, je l'élargirais au reste de la planète. Je pense que ce que ça démontre, ces manifestations de haine ces jours-ci, c'est que ce conflit au Proche-Orient est un puissant moteur de déstabilisation mondiale et qui est au cœur de bien des conflits dans le monde musulman en ce moment, ce qui devrait inciter nos leaders à vouloir régler cet enjeu. Bon, je sais bien que c'est un gros mandat. Ça a été tenté, remarquez, là. Bon, mais d'envoyer des messages en ce sens-là, à tout le moins. Oui. Il y a eu, on en parlait au début avec Marie-Ève qui est à Jérusalem, il y a eu aujourd'hui, parce que Washington, et publiquement, mais en privé, de façon plus aiguë, demande à Netanyahou de mettre les freins, et en tout cas mettre les freins pendant 4 heures par jour minimalement. Ça a été accepté. L'Israël n'a pas eu beaucoup de choix, je crois, d'accepter, mais ils ont accepté. Donc, il y a eu un petit pas dans ce sens-là aujourd'hui, Chantal et Michel et Hélène. Oui, mais c'est sûr que la position d'Israël, au fur et à mesure, à chaque jour qui va passer, va devenir de plus en plus délicate. Il y a des gens qui font des faux parallèles entre la Russie et l'Ukraine. Israël n'est pas l'Ukraine dans ce conflit-là. Au niveau militaire, au niveau des capacités de se défendre, ça ressemble plus à la Russie qu'à l'Ukraine. Donc, et le gouvernement de Netanyahou, de l'intérieur, est contesté pour ses méthodes et les alliances qu'il a tissées pour se garder au pouvoir. Alors, c'est plus que complexe. On parle d'un premier ministre qui, probablement, quand les choses vont se calmer, va avoir beaucoup de difficultés à rester en poste et à avoir la légitimité de rester en poste. Mais ici, au Canada, ça ne peut pas être une excuse pour l'antisémitisme. Et il est réel, là. On ne va pas avoir le même débat qu'avec le racisme systémique et dire « ben non, on n'est pas comme ça ». Mélanie Joly, c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais elle a dit c'est pas qui nous sommes. Ben oui, c'est un peu qui sont une partie
de la population canadienne qui se sent autorisée à s'exprimer dans ces termes-là à cause de ce conflit-là. Oui, parce que c'est une chose, puis je pense, Hélène Michel, vous l'avez dit autrement, mais c'est une chose de dire on comprend les racines de tout ça, c'en est une autre devant des gestes absolument épouvantables que de dire oh, on comprend. Là, et c'est là que la police entre en jeu. Charkaoui, Michel, vous en avez parlé. La police aujourd'hui a dit il y a une enquête, là. Il y a une enquête. Est-ce que c'est des propos haineux ou pas? Mais il y a des gens qui attendent de voir, comme a dit Legault, là, que la police fasse son travail. Là. Oui. Bon, il y a le cas de M. Charkaoui. Je comprends que le code criminel, là, il y a des zones d'ombre, disons, dans le code. Mais le travail de la police, de façon générale, par exemple, dans le cas de manifestations où il y a de toute évidence des appels à la haine, là, sur une pancarte, par exemple, les policiers, comme M. Legault leur dit, qu'ils fassent leur job, mais les policiers savent très bien que s'il y a une bavure, c'est eux qui vont payer. Les politiciens qui leur ont dit « faites votre job » vont être les premiers à leur tomber dessus s'ils trouvent que la job est mal faite. Ouais. Alors, c'est assez délicat comme position. C'est un terrain miné, là, totalement. Tout à Hélène, fait. c'est oui, d'imaginer un en terrain fait, plus aussi, miné. Notre réflexe démocratique aussi dans ça, il faut faire la distinction. Toutes les manifestations pro-Israël ou pro-Palestine ne sont pas des manifestations de haine, hein? Il faut quand même le dire. Et il y a un réflexe démocratique quand même que je trouve compromis. J'entendais aujourd'hui une question qui était posée à M. Legault. Bon, je ne juge pas la question. Des fois, on se fait l'avocat du diable, mais il disait, est-ce qu'on ne devrait pas interdire les manifestations en lien avec ce conflit compte tenu des manifestations de haine? Et j'étais étonnée d'entendre le premier ministre Legault dire qu'il n'écartait rien. Faisons attention, justement, agissons de manière chirurgicale pour s'assurer que ce qui ne peut pas être dit n'est pas dit, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous se taire à propos de cet enjeu qui interpelle toute notre humanité, finalement. Oui, comme en France, ils avaient tenté au départ, Macron avait déclaré là, que les manifestations... Chantal, rapidement, Michel, ensuite, sur ça, est-ce que ce serait une bonne idée, vous croyez, que d'interdire les manifestations pro-palestiniennes? Non. Quelle que soit la manifestation, il ne faut pas les interdire, à moins qu'il y ait clairement des évidences que ça va dégénérer et que ça va virer en violence, mais on ne peut pas le présumer au départ. Oui, Chantal. Je vis à côté du site de celle de la fin de semaine. Je peux vous dire que les policiers étaient déployés en grand nombre, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il se passait là des choses plus dramatiques que quand le Front commun a fait une manifestation au même endroit il y a quelques semaines. OK. Alors, on va évidemment suivre tout ça. Tramway de Québec. Je vous fais entendre M. Marchand, M. Legault d'abord. M. Marchand, qui est toujours sonné, là, l'opposition, puis après, on parlera du fédéral, parce que c'est intéressant. M. Duclos est plus réservé habituellement. Il était fâché, député de Québec aujourd'hui, mais d'abord, commençons par M. Legault et M. Marchand. On veut un projet de transport structurant pour Québec. Puis ce que j'ai dit à Bruno Marchand hier, c'est qu'on va travailler ensemble à aller réaliser ce projet-là. Mais actuellement, je pense que quand on voit des coûts qui doublent, on a un devoir là, de bonne gestion, de demander à des experts, regardez cette solution-là, on ne l'exclut pas, mais regardez aussi d'autres solutions. C'est un projet dont ils ne sont pas convaincus de la pertinence et pour lequel ils ont besoin d'aller se rassurer. C'est eux autres qui payent, c'est leur choix, là, mais je n'ai pas senti que c'était personnel, non. Est-ce que vous me demandez si c'est mon choix? Non. C'est pas mon choix. Est-ce que c'est ça que je souhaitais? Non, c'est pas ça que je souhaitais. Est-ce que ça entraîne des risques, des problèmes, des complexités? Absolument. C'est décevant. Est-ce que c'est un fiasco? Seul l'avenir va pouvoir nous le dire. Il essaye d'être bon joueur, Michel David, en disant « je vais donner la chance aux coureurs, à la caisse, tout ça », mais il est en maudit, comme on dit. Bien, il est en maudit. Écoutez, il y a 2 jours, il nous disait qu'il ne s'en allait pas à un dîner de cons là, à rencontrer M. Legault. Et je pense qu'en sortant, il a eu l'impression qu'il était le con du party. Là.
C'est clair que M. Legault, là, la caisse de dépôt n'est pas arrivée comme ça, là, tout d'un coup, là, au moment de la réunion. C'est certain que la caisse avait été approchée avant, que M. Legault en a discuté, et il est arrivé là. Et M. Marchand, s'il pensait avoir une chance de convaincre M. Legault, il s'est rendu compte que les dés étaient pipés au départ. Alors, je comprends très bien qu'il soit fâché. D'autant plus que le projet, là, en confiant ça à la Caisse, ça peut être deux choses. Ou alors, c'est une façon de noyer le poisson. La Caisse arrivant en disant, bon, écoutez, on a regardé ça, ça n'a pas de bon sens, effectivement, bon. Ou alors, elle va proposer un projet qui va être un projet à la manière de la Caisse, c'est-à-dire payant pour la Caisse, pas nécessairement intéressant pour la Ville de Québec. Là, souvenons-nous du REM de l'Est. Là, ils étaient prêts à défigurer le centre-ville. Puis bon, alors imaginez dans une ville patrimoniale là, comme Québec, là, si la Caisse arrive avec ses grosses bottines, ça peut être assez dommageable. Merci. OK. Et voilà. Oui, c'est très bien. Hélène, cette décision de donner à la Caisse, est-ce que... Il y a une petite partie chez le maire Marchand qui doit se dire, bon, ben qui se débrouille. Moi, ça aurait été extrêmement difficile aussi de gérer une histoire comme ça. Ils n'ont jamais fait ça à Québec, là. Oui, ça m'apparaît plus un prétexte. Le gouvernement caquiste nous démontre là, qu'il ne croit pas vraiment au transport en commun, qu'il n'y comprend rien. La décision m'apparaît désolante et je suis assez d'accord avec Michel que de confier ça à la Caisse, au mieux, dans le meilleur des scénarios, la Caisse va dire « Non, c'est bon, un tramway » et on aura perdu 6 mois. Mais dans le pire des scénarios, c'est qu'elle nous arrivera avec ce projet, comme dit Michel, où il y a cette notion de rentabilité qui est, à mon avis, complètement contradictoire pour un projet de transport en commun. Alors, en tout cas, moi, je ne vois pas où s'en va Québec avec ça, mais c'est vraiment pathétique et je trouve que M. Duclos, pour une fois, a été intéressant de parler de sabotage, ça en dit long. OK, on va l'entendre après, mais Chantal, sur la décision de Québec de confier ça à la Caisse de dépôt. C'est parce que ça ajoute ou ça innove dans le sens où tout à coup, un projet de transport collectif serait valable dans la mesure où il satisfait à des critères de rendement pour un fonds de pension, la caisse de dépôt, etc. Bien, si on avait fonctionné de cette façon-là, le transport collectif, on n'aurait pas investi là-dedans parce que c'est pas une opération qui est faite pour qu'à la fin, on dise « ça fonctionne bien », pas parce que ça fait ce que ça a besoin de faire, pas parce que ça enlève des voitures de sur la route, pas parce que ça permet aux gens de se rendre du point A au point B de façon efficace, mais parce qu'on a fait 10 %. Mais à ce calcul-là, il y a beaucoup de régions au Québec qui n'auraient pas de route. Oui. On va écouter M. Duclos, justement. M. Trudeau, M. Duclos, aujourd'hui, parce que là, lui, il est furieux. On écoute. Et je comprends que les gens, les citoyens de Québec s'attendent à avoir un projet structurant de transport collectif. Mais il faut s'assurer que ce soit fait de la bonne façon et que ce soit le bon projet. Moi, je pense que le gouvernement du Québec a saboté les efforts de ma communauté hier, parce que c'est une communauté qui a travaillé fort depuis 5 ans, même depuis plus que 5 ans. Ça fait 15 ans que le projet de tramway est en étude et en discussion. C'est dommage, c'est très triste de voir ça. Alors, pour la suite, moi, à nouveau, je constate et je sais que la seule façon par laquelle le gouvernement canadien peut exercer un leadership dans la région de Québec, c'est si le leadership du gouvernement du Québec est aussi présent. Ça fait du bien, des fois, de voir un élu dire le fond de sa pensée. Je pense que M. Duclos, sans ou avec des micros, aurait dit à peu près la même phrase, Hélène, là. Oui, absolument. C'était vraiment senti. Puis je pense que ce que ça met en lumière aussi, c'est que cette sortie de M. Legault en disant bon, la Caisse va regarder ça pendant 6 mois, puis elle va arriver avec la lumière, ça vient un peu confirmer les critiques populistes qu'on a entendues envers ce tramway, qui toujours donne l'impression que l'affaire du tramway, c'est un projet dessiné sur le coin d'une table par des incompétents qui savent pas trop de quoi ils parlent. Or, c'est un projet qui s'appuie sur des chiffres, sur des études d'achalandage, tout le contraire en passant de ce qu'on a eu pour le troisième lien, fait par des gens qui ont déjà piloté
des gros projets. Celui qui est au bureau de projet là-bas, c'est quelqu'un qui a piloté le pont Champlain, l'échangeur Turcot. Alors, bref, il est venu confirmer cette impression complètement fausse que ce projet-là s'est sorti de nulle part. Alors, c'est ça la colère qu'on entend dans la voix de M. Duclos. Okay. Ceci dit, Ottawa n'est pas toujours franc jeu quand il dit il y a 4 milliards. La part d'Ottawa, pour l'instant, c'était 1,6 milliard, c'est 40 du 4 milliards. Là, maintenant que c'est à 8, on ne sait pas quelle serait la part d'Ottawa. OK. Chantal, réaction de M. Duclos. Oui, mais je vais vous relier tout ça. Là. 6 mois, ça peut faire la différence entre un projet qui est mort sans égard aux conclusions et M. Duclos qui dit ce qu'il dit. Ça a déjà été récupéré par Pierre Poilievre, bien placé dans les sondages pour être au pouvoir au moment où on finira de réfléchir, et qui a déjà mis des publicités en ligne il y a quelques minutes pour dire Duclos et les libéraux veulent imposer un tramway sur le dos des Québécois. Alors, oubliez ça, le tramway à Québec, sans égard à la Caisse de dépôt, si ça prend du financement fédéral et que les libéraux ne sont plus aux commandes. Michel. Bon, je vais essayer de trouver un bon côté à la décision du gouvernement. Est-ce que, par exemple, si la Caisse de dépôt arrive avec un projet qui, arrimerait le transport sur la Rive-Nord avec un éventuel troisième lien, et à ce moment-là, le gouvernement dirait, bien, dans ces conditions-là, oui, on pourrait confier. Alors, peut-être sortira-t-il quelque chose de bon de ça, mais il faut vraiment être extrêmement optimiste compte tenu de ce à quoi on assiste depuis 2 ans pour penser ça. Très bien. Il reste 1 minute. M. Trudeau a nommé ses 2 coprésidents de la campagne, Soraya Martinez, de la petite d'Hochelaga, et Terry Dugwig, Winnipeg-Sud. Est-ce à dire que, ça y est, il part, le cheval est sorti de l'écurie, là, il ne reviendra plus? Un mot chacun, Chantal. Patrice, on a couvert trop de campagnes pour penser que des coprésidents du comité de la campagne, là, je lis votre titre, du comité de la campagne nationale du PLC, ça change quoi que ce soit à l'organisation électorale d'un parti, c'est pas les coprésidents qui font ça. Mais ça a été vu à Ottawa comme un signal de Justin Trudeau pour dire « j'ai pas l'intention de m'en aller avant les élections ». Hélène. Oui, c'est un message qu'on envoie. Je suis le boss et je reste. Mais ceci dit, si à la dernière minute, M. Trudeau décidait qu'il n'a plus envie de jouer le jeu, c'est pas la nomination de ces 2 personnes-là qui l'empêcherait de décider autrement. Michel. Oui, bien, moi, je pense que M. Trudeau aimerait rester. Mais je ne suis pas certain qu'il va pouvoir rester parce qu'à un moment donné, ça va lui échapper. Écoutez, si les sondages sont encore aussi mauvais dans 1 an, les pressions auxquelles on assiste là vont être encore plus fortes. On va se reparler d'ici là et de la Caisse et de tout ça. Merci beaucoup, Hélène, Michel, Chantal. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.